Et n'oubliez pas, les amis, d'aller jeter un coup d'œil aux autres contenus et on n'oublie pas aussi, évidemment, d'aller s'abonner. Salut. Merci d'être avec nous ce matin dans ce studio de BFM TV et RMC. Vous êtes infectiologue, vous êtes le chef du service de l'hôpital Thonon à Paris, auteur de Nous n'étions pas prêts, on va y revenir. Mais d'abord la situation ce matin. Vous qui êtes aux avant-postes, si je puis dire, qu'est-ce que vous constatez ? On constate une brutalité, comme l'a dit Jean-François Delfraissy, c'est-à-dire que on avait les perspectives. Quand je dis les perspectives, c'est pas des modélisations, c'est juste ce qu'on observe sur le terrain, que début novembre, on serait en Île-de-France, pour ne citer que l'Île-de-France, à 100% de taux d'occupation de la réanimation par les patients Covid, ce qui pose d'énormes problèmes sur lesquels on reviendra. Et là, hier soir, on a reçu une note de l'Agence régionale de santé qui nous explique qu'on est déjà au niveau suivant, c'est-à-dire qu'il faut trouver 1775 lits de réanimation d'ici le 3 novembre, donc 3 novembre, c'est-à-dire demain. Et qu'il faut déprogrammer toutes les activités médicales et chirurgicales qui permettent de récupérer du personnel pour justement faire tourner ces lits de réanimation et aussi les 4700 et quelques lits de médecine comme ceux de mon service et d'autres services qui accueillent les malades qui ne sont pas dans des formes les plus sévères. Oui, c'est un coup de massue parce que même dans les prévisions les plus préoccupantes, on n'en était pas à cette accélération-là, et à cette brutalité. Je crois qu'il va falloir faire avec des semaines qui vont être plus que difficiles. On a l'impression que vous en avez presque le souffle coupé. Vous êtes sidéré par la rapidité à laquelle ça va, vous-même qui pourtant depuis longtemps alertez. C'est pire que ce que vous n'imaginiez. On est là où on ne souhaitait pas être. On est là où certains nous ont dit à longueur de certaines émissions qu'on ne serait jamais. Donc c'est même pas une question d'une deuxième vague. On est le nez face au mur de la réalité. C'est plus critique, plus précoce, plus fort et plus impactant sur la vie de l'hôpital que ça l'était. Il faut arrêter les comparaisons avec mars-avril. On n'est pas du tout dans la même situation, en tout cas au niveau sanitaire. Et voilà, alors, la seule chose, c'est qu'on ne voudrait pas que le toit de verre nous tombe sur la tête. Quand vous dites on n'est pas du tout dans la même situation, j'aimerais bien que vous développiez. Ouais. Ça veut dire quoi, on n'est pas du tout dans la même situation ? C'est pire, c'est mieux, on s'est mieux soigné, ou alors en fait on ne sait rien de plus. Où est-ce qu'on en est ? Alors, je vais venir sur votre dernier point, parce que dans ces moments-là, juste une dimension humaine, il faut toujours échanger avec d'autres. Moi, par exemple, j'échange avec la réanimatrice de chez nous, Muriel Fartouk, pour ne pas la citer. Et ce matin, je l'ai appelée sur le périphérique pour savoir, justement, parce que la dernière fois, la dernière fois qu'on en a discuté ensemble, c'était jeudi en cellule de crise, jeudi dernier donc, et on était un peu sur cet espoir qu'on voyait quand même les malades, ce qui est vrai d'ailleurs, sortir de réanimation, moins intubés, moins de mortalité. Et on s'est dit, ça va nous faire une aération. Et en fait, cette aération existe, et tant mieux pour les familles qui ont des malades qui sortent, et tant mieux pour les patients. Mais cette aération, elle est noyée dans le flot d'arrivée des malades par la circulation du virus qu'on a perdu. Et je crois qu'on n'arrête pas de répéter les mêmes choses, mais il y a quelque chose qu'on n'a pas compris. Il y a quelque chose qu'on n'a pas compris de cette épidémie et qu'il va falloir comprendre. Je ne suis pas sûr que ce soit que le travail des commissions d'enquête, mais il va falloir comprendre comment on en est arrivé là. Quand vous dites on ne sait pas où on en est arrivé, est-ce que vous parlez de la dangerosité du virus, c'est-à-dire vraiment de l'aspect uniquement médical, ou est-ce que vous parlez de notre difficulté globale, des infrastructures, des soignants, tout simplement des structures même de la France à y faire face ? D'abord, vous avez compris que, et vous me l'avez demandé, j'ai pas répondu, la difficulté actuelle, elle est précisément dans le fait qu'on a une dimension nationale de l'épidémie. C'est le paradoxe, alors qu'on était plutôt dans une épidémie concentrée en France à la première vague, avec le Haut-Rhin, les Hauts-de-France, l'Île-de-France. Là, on est vraiment de Roubaix à Rodez, pour faire simple. Il y a une circulation qu'on a complètement perdue, ça c'est le deuxième point, on a perdu le fil de la circulation du virus. C'est-à-dire que là, maintenant, on n'oserait même pas vous montrer les cartes du mois d'avril avec voilà où est le virus, parce que le virus, il est partout et on ne maîtrise pas sa circulation. Et probablement qu'on a perdu le fil dès le mois d'août. Donc c'est pas quelque chose qui... On a perdu, vous dites on a perdu. On a perdu, je vais reprendre l'expression qu'Emmanuel Macron lui-même utilisait, il disait c'est la guerre. Est-ce qu'on a perdu la guerre ?
Non, heureusement qu'on n'a pas perdu la guerre, parce que sinon, ça serait catastrophique compte tenu de ce qui nous attend dans les semaines qui viennent. Bien sûr qu'on va être au combat, mais on a perdu le fil. C'est-à-dire que, c'est ce que je disais à une journaliste de presse écrite hier, je ne sais pas si elle a gardé le titre, on est comme des lapins dans les feux des phares de voiture. Vous voyez ce que je veux dire ? On court devant cette épidémie, alors que on court derrière, cette épidémie, alors que précisément on devra avoir un ou deux. Elle est sous contrôle aujourd'hui. Elle est hors de contrôle. La circulation du virus est hors de contrôle. C'est hors de contrôle. Ce qu'on essaye de faire, c'est de prendre en charge le mieux possible les gens et la dimension différente, au-delà du fait que c'est national, ça vous a pas échappé, ça a été traité dans les sujets précédents, c'est au niveau européen. Donc je sais que vous avez montré quelques transferts de Saint-Étienne, etc. Mais ça sera marginal, parce que la France entière sera. Parce que là, pour le coup, il n'y a plus d'endroits où on pourra les accueillir. Il n'y a plus d'endroits au niveau national. Il n'y avait déjà pas d'Europe de la santé, la première vague. Et là, l'Europe est très mobilisée. Et on a un système de santé qui est celui de l'automne. Et ça, c'était prévisible. C'est-à-dire qu'il y a les autres pathologies, les autres malades. C'est ça que je voudrais aussi. Je finis juste, Apolline. Ouais. Plus quelque chose qui est important, les malades qui ont été déjà déprogrammés pendant la première vague et qu'on va être peut-être obligé de redéprogrammer. Et ça, c'est très compliqué. C'est très compliqué dans le cancer, c'est très compliqué dans le sida, c'est très compliqué dans les maladies cardiovasculaires, dans le neurologique. Il va falloir être très prudent pour pouvoir offrir une offre de soins à la fois aux malades Covid et à la fois aux non-Covid. Et c'est ça la complexité qui nous attend. Et là, c'est une tâche difficile. Gilles Pialou, vous le disiez, la première fois, de toute façon, elle nous est tombée dessus à tous, le monde entier. Cette seconde vague, vous étiez nombreux à alerter, à dire que ça allait à un moment ou à un autre venir. Je reprends le titre de votre ouvrage. Vous avez dit « Nous n'étions pas prêts ». Voilà le titre de votre livre. Ça, c'était pour la première vague. Mais qu'en est-il pour celle-ci ? Je peux déjà écrire le deuxième tome, c'est qu'on n'est toujours pas prêt à cette soudaineté, à cette brutalité. Alors il y a des choses qui étaient prévisibles. On paye, je pense, un certain nombre de choses. Je crois que c'est pas le moment des constats. Il faut qu'il y ait quand même un soutien citoyen et que tout le monde accompagne les décisions qui vont être prises. À mon avis, j'espère que les décisions vont être drastiques, parce qu'on ne s'en sortira pas avec des demi-mesures. Arrêtons-nous un instant sur ces mesures. En effet, on a quand même l'impression qu'à chaque semaine, on resserre les vis. Est-ce qu'on aurait dû le faire directement, beaucoup plus franchement ? Après, c'est toujours facile, dans un micro, de dire on aurait dû faire. C'est clair qu'on a perdu le fil et que là, vous avez noté qu'on n'a même pas attendu l'effet de ce qu'on appelle le couvre-feu, qui est en fait on nous dit que ça met 2 à 3 semaines à avoir des effets, et puis là, en fait, à peine une semaine après, on arrête. Parce que les chiffres sont là. C'est-à-dire que justement, excusez-moi, c'est pas que vous avez eu raison de faire référence au terrain. Quand vous êtes sur le terrain, nous, on a des petits groupes WhatsApp concentriques. D'abord notre hôpital, puis le groupe hospitalier, puis l'Île-de-France, puis le national. Donc on échange en permanence et on sait exactement comment circule le virus, comment c'est impacté, comment hier, par exemple, il n'y avait pas de place de réanimation dans le 9-3, dans le 93, ni dans le 95, qu'il y a déjà des déprogrammations, alors que le plan de déprogrammation était prévu pour le mois de novembre, qui ont déjà commencé dans la région lyonnaise. À Paris, on commence la déprogrammation. Alors, on va reparler de la déprogrammation, mais je voudrais quand même qu'on continue à s'arrêter sur les mesures. Vous disiez, on est en retard, on aurait peut-être dû aller plus fort, plus franchement. Plusieurs options sont sur la table. Le gouvernement nous parle éventuellement de rabaisser l'horaire du couvre-feu, c'est-à-dire non pas 21h, qui en réalité était pour certains spécialistes une demi-mesure, mais aller carrément à 19h, c'est-à-dire en gros on travaille et on rentre à la maison, point barre, et puis éventuellement un confinement le week-end. Est-ce que ça, vous estimez que ce serait suffisant ? Moi, je pense que ça ne sera pas suffisant. Voilà, c'est mon opinion. Je pense qu'il faut, je le dis, je pense qu'il faut reconfiner clairement le pays, reposer. Je suis désolé, mais il faut laisser de côté l'économie. C'est inadmissible. Les gens vont s'énerver à entendre ça, mais l'économie, c'est rattrapable. La réanimation loupée, c'est pas rattrapable. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc on est dans deux dimensions différentes. Il faut arrêter d'opposer la santé à l'économique. Les deux sont interconnectés aussi dans le sens que la santé pèse sur l'économie. Si vous avez un certain nombre de gens, les pertes de chance des maladies chroniques parce qu'ils ne vont pas être pris en charge dans des bonnes conditions. Et je pense qu'il faut en appeler aussi à la responsabilité citoyenne. C'est un élément important. Il faut qu'il y ait une cohésion sociale. Il faut arrêter les débats contradictoires. Il faut que tout le monde pousse un peu dans le même sens. On est dans une situation qu'on n'a jamais rencontrée. Il faut comprendre ça. On a 8 mois de recul, ce qui est rien pour une pandémie, rien. Et la deuxième chose aussi qui est importante aussi, c'est que
Je suis un peu énervé parce que tout me remonte de ce qu'on a entendu. Il n'y aurait pas de deuxième vague. Vous en voulez, on a l'impression quand même que vous en voulez aux médecins qui ont minimisé. Je suis comme Axel Kahn. Je pense qu'il y a une responsabilité. On verra après la crise. Mais il y a des commissions d'enquête, il y a des structures, il y a l'inspection générale des affaires sociales, il y a le CSA, par exemple. Les gens doivent s'intéresser à ce qui s'est passé. C'est peut-être pas le moment là parce qu'on est en plein dans la crise, mais il y a eu une responsabilité individuelle des gens qui n'ont pas arrêté de marteler qu'il n'y avait pas de reprise du virus, qu'il n'y avait pas de circulation, et pire encore que certaines mesures barrières n'avaient pas leur efficacité scientifique. On a marché sur la tête. Et on ne peut pas imaginer que ça n'a pas contribué à troubler les gens, d'une part, en plus de tout ce qui s'est passé pendant la première vague, la pénurie de masques, etc. On ne va pas revenir sur le passé, mais on y reviendra. Est-ce que ce ne sera pas aussi à vous, médecins, entre vous, avec l'ordre des médecins, à dire à un moment, voilà, ça n'était pas responsable du point de vue même médical? Mais on l'a dit, mais là, on n'est plus dans le temps de la polémique. Là, on est de nouveau en guerre, on est les mains dans le cambouis, on ne va pas s'occuper des 3 ou 4 qu'on a appelés rassuristes et qui ont voulu faire du buzz en prenant les courbes épidémiques à l'envers. Je suis désolé, c'est pas le moment là. Maintenant, il faut retrousser les manches. On est effectivement en situation de guerre et il faut appeler surtout, je pense, à une adhésion des citoyens à ce qui se passe actuellement. Il y a une question qui demeure sur cette idée de confinement. On l'a bien compris, pour vous, il est plus temps de lésiner, il faut y aller. Est-ce qu'il faut également fermer les écoles? Certains de nos pays voisins ont décidé de confiner, mais ils estiment que les enfants en réalité ne sont pas suffisamment porteurs du virus pour représenter une véritable menace et que donc on peut garder au minimum les maternelles, les écoles et peut-être même les collèges ouverts. Est-ce que c'est également dans la connaissance du virus, votre opinion? Vous avez vu que ce qui change avec la première vague, c'est qu'il faut instiller une dose d'incertitude dans les propos. Et précisément, quand vous faites référence à l'école, il faut que les Français acceptent qu'on ne sait pas. Qu'on ne sait pas quel est le poids de l'école dans la circulation du virus. Donc c'est une décision politique. Moi, mon opinion, c'est pas tellement sur l'école, c'est que je pense que cette rentrée a été catastrophique, et elle était prévisible par contre. C'est-à-dire qu'il y a eu la rentrée estudiantine, on l'a vu nous avec les étudiants en médecine. Les étudiants en médecine les plus petits, ils sont rentrés des vacances scolaires, parce qu'ils sont sur le rythme scolaire, ils sont arrivés, ils sortaient machin, ils faisaient les fêtes le soir, parce que en sortant des amphis, il y avait encore des amphis en présentiel. Moi, mon opinion, c'est qu'il faut arrêter le présentiel à la rentrée de Toussaint, mais c'est mon opinion. Pour tous. Vous parlez là des étudiants, alors, mais y compris en maternelle, y compris à l'école. Alors voilà, la discussion, c'est on verra où le curseur s'arrête, mais je pense qu'on peut s'arrêter au tout petit. Vous dites, c'était quand même prévisible. Pardon, je m'arrête aussi là-dessus. C'est une responsabilité quand même énorme de se dire que oui, mais alors qu'on savait faire, les facs ont continué à accueillir des amphis pleins. J'accuse personne. Entendez-moi bien. Ce que je dis, c'est que voilà. On dit souvent que la politique, c'est aussi prévenir. Hein. Il n'y a pas que la santé qui fait de la prévention et que c'était quand même assez facile de prévoir qu'à la rentrée, il y aurait un brassage dans le milieu du travail, dans le milieu estudiantin, qu'il y aurait du brassage familial aussi parce que ça se regroupe et qu'en plus, il ferait froid en octobre. Je pense qu'on n'a pas besoin ni de faire des études de médecine, ni de sortir de l'ENA pour avoir cette prévision-là. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est vrai que le froid a eu un impact, mais enfin, le froid était assez prévisible. Et pourtant, il y avait à la fois des médecins et des énarques pour réfléchir, mais même en ayant fait ça, visiblement, ils n'y ont pas vu. Mais Gilles Pialou, parce que le sujet est quand même je comprends bien et on est tous sous cette énorme pression. Une question aussi sur les personnes les plus à risque. Certains médecins disent, au fond, tout cela, c'est aussi pour protéger ceux qui en souffrent le plus, voire même ceux qui en meurent, c'est-à-dire les plus de 65 ans ou les personnes qui ont des facteurs de comorbidité. Est-ce que cette question de protéger ceux-là en les isolant du reste de la population, est-ce que ce scénario-là pourrait avoir une efficacité ? Oui, bien sûr. Alors après, on va nous dire, ah oui, mais c'est une atteinte aux libertés. Enfin là, de toute façon, c'est une atteinte aux libertés de tout le monde, non ? Enfin bon, j'ai relu l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789. Hein, la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Donc il y a une dimension altruiste de la liberté qui est aussi une discussion là-dessus. Et je pense que les Français vont comprendre qu'ils protègent à la fois les autres de la transmission du Covid, mais ils protègent aussi tous les autres qui ont accès aux soins. Et je pense que quand les gens auront adhéré à cette idée-là, que c'est pas seulement une histoire entre Covid, mais c'est une histoire tout simplement des citoyens dans leur globalité, de tous ceux qui ont recours aux soins. Donc, à répondre à votre question, oui, il y a probablement... Moi, je pense qu'il faut une mesure drastique
et qui s'appellera confinement. Donc la dimension, c'est pas à moi de la formuler. Mais par exemple, il y a un paradoxe de l'histoire qui est que probablement on aurait dû faire un confinement régional pendant la première vague, car c'était une épidémie concentrée, et que là, je l'ai fait moi-même, parler de confinement régional avec les données qui circulent actuellement, ça n'a pas de sens. On a bien compris que du point de vue géographique, vous le dites, il est partout désormais le virus, et on a perdu la guerre de la circulation. Mais je reviens quand même d'un mot sur On n'a pas perdu la guerre, on a perdu le fil. Le fil de la situation, cette bataille-là, au minimum. Mais Gilles Pialou, sur cette question des personnes les plus à risque, s'il n'y avait pas les questions de constitution, s'il n'y avait pas cette question de la légalité ou non, est-ce que du point de vue médical, le plus efficace ne serait pas en effet d'isoler et de protéger les personnes les plus âgées, en gros de séparer ceux chez qui le virus circule mais sans faire de dégâts, je dirais, et les personnes qui sont les plus fragiles? Si, bien sûr, mais il ne faut pas que ça soit uniquement présenté. Il va falloir il va falloir que ça soit très pédagogique. Parce que le coercitif, si vous ne l'expliquez pas, si vous ne l'accompagnez pas d'une politique de santé, parce qu'on attend des mesures qui vont être difficiles, mais il faut que ces mesures soient accompagnées de plans sanitaires. On n'a pas de politique de dépistage claire en France. Excusez-moi, on n'est pas tous à la même enseigne. Les Allemands ont une politique de dépistage beaucoup plus claire, les Asiatiques aussi. L'Espagne est quand même beaucoup plus claire. Ça aussi, c'est un raté? C'est pas que c'est un raté, c'est que c'est à faire. Voilà, on a quand même suffisamment de structures. C'est encore à faire. Et par exemple, l'isolement. Je sais que c'est dans le trépied, le président de la République l'a rappelé. Tester, tracer, isoler. Ouais, voilà. Moi, je ne me mets pas dans ce sens-là, mais je pense qu'il faut d'abord isoler, parce qu'il faut isoler le temps qu'on a le dépistage. Donc, il faut commencer par isoler. Politique d'isolement en France, on en a parlé pendant la première vague, on a vu quelques hôtels apparaître, puis plus rien. Il faut une politique d'isolement qui soit pas une politique que les gens imaginent comme quelque chose de carcéral, mais comme quelque chose d'altruiste pour protéger les gens. Et vous vous dites qu'il y a des inégalités de santé, mais vous savez très bien, il y a une étude très belle qui a été faite notamment par l'INSERM, qui s'appelle EPICOV, qui montre très bien que c'est aussi clivant sur le plan social cette maladie. Ce n'est pas toutes les tranches sociales qui vont être contaminées. C'est la double peine. Vous parliez tout à l'heure du 93, par exemple, qui est un des départements qui a le plus payé de cette première et de cette deuxième. Bien sûr, parce que c'est les métiers qui vont continuer pendant le confinement. On l'a bien vu pendant la première vague. C'est les métiers de sécurité, les métiers de soins, les métiers dans les EHPAD, etc. Tous ces gens qui vont continuer à travailler s'il y a le confinement sont aussi ceux qui, pour certains, sont dans les conditions les plus précaires où l'isolement est compliqué, parce que quand vous êtes à 5 dans 60 mètres carrés, c'est difficile d'isoler celui qui est en attente de son test PCR. Gilles Pialou, vous parliez tout à l'heure de la question de la déprogrammation de cette note, notamment que vous avez reçue de l'Agence régionale de santé hier soir, qui vous demande de réquisitionner ou de trouver davantage de lits. Réquisitionner, on aimerait bien, il n'y a pas de réserve sanitaire. Est-ce qu'au moment... Vous le regrettez ? Ah ben moi ce que je regrette, c'est que ça aussi c'est le boulot des commissions d'enquête, c'est que le système dans lequel l'hôpital public va se débattre dans les mois à venir, il date pas des dernières élections. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça fait 15 ans qu'on ferme des livres. Je vais pas faire de la politique ou vous faire mon pelou, mais ça fait 75 000 lits qu'on a fermés, je crois, voire plus. Donc il y a eu des politiques successives qui ont fermé des lits. Et vous pensez bien que ça a une responsabilité dans l'état dans lequel on se trouve actuellement, parce qu'on n'avait pas les moyens, on n'avait pas ça de marge de manœuvre pour avoir une pathologie émergente qui mette à mal cette économie-là. Donc ça, effectivement, c'est un regret sérieux que vous avez. Dans l'urgence maintenant d'aujourd'hui, est-ce que vous dites à ceux qui nous écoutent, si vous n'avez pas de pathologie grave, restez chez vous, n'encombrez pas les hôpitaux, ou est-ce que vous allez continuer à pouvoir traiter tous ceux qui ont besoin d'être traités hors Covid ? Il faut effectivement dire aux Français qui ont besoin de soins qu'il y a aussi la médecine de ville qu'on oublie beaucoup, et que là aussi on aimerait avoir une petite impulsion pour les aider, parce qu'ils sont demandeurs aussi d'une aide qui est née aussi de l'échec de la place de la médecine de ville dans la première vague. D'autre part, il faut dire aux patients et aux citoyens qui nous regardent que c'est pas à eux de déprogrammer. Déprogrammer, c'est une décision médicale. On a classé les pathologies centre par centre qui sont prioritaires. Évidemment qu'on ne va pas déprogrammer de la cancérologie, de la chirurgie urgente, etc., de la pédiatrie, etc., et que tout est en train de s'organiser, parce qu'aussi, il faut le dire, tout est organisé sous la pression, certes, tout est organisé pour qu'on puisse maintenir les soins qui sont le plus urgents. Et c'est pas au patient à lui-même de dire je déprogramme, surtout qu'on n'a pas de date.
voyez ce que je veux dire? Ça a bien été expliqué. On ne sait pas combien de temps ça va durer. Le président de la République a dit plutôt peut-être jusqu'à l'été. C'est une notion, mais c'est peut-être encore plus après l'été. Donc n'attendons pas. Si on a besoin de soins, il faut malgré tout. La déprogrammation, c'est une décision médicale faite avec son médecin traitant, avec le service hospitalier qui vous suit, avec l'équipe. C'est pas quelque chose que. Je le dis parce que c'est ce qu'on voit sur le terrain. On voit que les gens annulent d'eux-mêmes. C'est compliqué de le faire. Vous constatez des gens qui annulent les rendez-vous dont vous savez qu'ils ont besoin. Et en plus, nous, on est dans une spécialité qui n'est pas très programmée, justement. Donc, on n'a pas les maladies infectieuses, c'est difficile à les programmer. Mais on a quand même des si c'est le cas dans votre service. Et n'oubliez pas, les amis, d'aller jeter un coup d'œil aux autres contenus. Et on n'oublie pas aussi, évidemment, d'aller s'abonner. Salut!